Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book. En lisant le livre que je vous présente aujourd'hui, j'ai pris une claque. Au cœur du raid, un livre que j'ai dévoré, passionnant, stupéfiant, et j'ai le plaisir et la chance d'avoir sur notre plateau son auteur, Marc Vériotte. Enchanté. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes un ancien du raid. Pour moi, vous êtes un héros des temps modernes. Un héros, d'après le DICO, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels, ou encore une personne qui est arrivée, une aventure, qui a joué le principal rôle dans une certaine situation. Ben, pour moi, vous êtes les deux. Voilà. Pour résumer, pour nos amis téléspectateurs, vous avez fait 20 ans au RAID, de 98 à 2018, comme spécialiste des effractions, des explosifs, et comme le tease très bien le bandeau du livre, vous avez survécu à 2 tirs de Mohamed Merah, vous avez traqué les frères Kouachi, vous avez fait sauter l'une des portes de l'hypercacher et connu le Bataclan. On y ajoute des missions dans le monde entier, dont l'Afghanistan, des Go Fast, la chasse à Ivan Colonna, et vous relatez tout cela sans langue de bois dans ce livre incroyable. On va y revenir là-dessus. Mais pour commencer, comme vous l'écrivez dans ce livre, là où votre instinct il s'adresse à nous, hein. Là où votre instinct vous dit de fuir, notre métier commence. C'est fort. En effet, nous on est conscient qu'on a 2 forces, hein, l'instinct et puis le travail sur soi, les automatismes, et on essaie de développer les deux. Alors on est bien conscient que quand on voit un danger, nous on a les automatismes et les capacités de travail d'y aller, et c'est vrai, mais c'est une phrase volée aux pompiers. Je crois que c'est les pompiers qui ont prononcé cette phrase-là en premier. Alors, on va bien et là où on a l'automatisme d'avancer, ouais, la population normale a le réflexe de reculer. Alors très vite, la spécialité de l'effraction est devenue une drogue, hein, chez vous. Vous étudiez tout type de portes pour savoir comment les ouvrir, même quand vous êtes invité à dîner chez des copains. C'est sympa les dîners avec vous. Qu'est-ce que je te sers à boire? Non, je prendrais bien une serrure en fait. Le raid, c'était comme un sport de haut niveau. Si tu veux performer, tu ne peux pas te permettre d'être à 75% parce qu'en face, l'adversaire est à 100%. Ouais. Donc, tu prends l'habitude de tout travailler à 100% pour être le meilleur possible. Et bon, ben, quand on se met à 100% dans une activité, on devient passionné. Et parfois, ce qui va avec la passion, c'est un petit peu l'obsession. Ouais, c'est ça. Et je pouvais pas passer à côté d'une porte sans me dire quelle dose je mettrais, quelle distance de sécurité je me mettrais, le volume de la pièce et le positionnement de l'explosif. C'est vrai, mais voilà, j'essayais de le cacher un petit peu pour ne pas passer pour un fou. Est-ce que pour progresser, justement, vous vous êtes mis à l'époque en contact avec des sociétés de sécurité spécialisées dans le domaine, que ce soit des fabricants de portes de blindage ou d'autres choses, pour développer des solutions d'ouverture, tout du moins d'intervention? Oui, c'est la spécificité de la police. C'est-à-dire que on m'a donné quasiment, à l'époque c'était quand la cellule effraction s'est montée, Amaury de Hautloc m'a donné quasiment carte blanche pour progresser. Alors j'ai fréquenté bien sûr les structures d'échange de la police, l'unité Atlas qui réunit toutes les forces spéciales de police d'Europe, mais j'ai été voir toutes les forces spéciales militaires, oui. J'ai sympathisé particulièrement avec le premier PMA, j'ai été voir les SAS britanniques et bien sûr la société civile aussi. J'ai été voir un petit peu des connaissances d'ingénieurs pour avoir un petit peu de théorie. J'ai été voir des artificiers dans le milieu du cinéma, les fabricants bien sûr de gadgets pour aider à magnifier l'explosif, et puis enfin toutes sortes, les démolisseurs, les carrières. En fait, on peut pas, si on prend notre temps à faire des formations, j'ai été chercher en fait partout la science infuse et les résumés pour faire notre progression, parce qu'en fait on est dans une niche, et même les démineurs, mais j'avais pas besoin d'une formation de démineur complète, mais aller chercher, parce que spécialiste explosif, on est aussi spécialiste dépiégeage d'assaut, donc on a un minimum à connaître dans tous ces domaines-là, et en fait moi et mes camarades, on avait carte blanche pour aller chercher l'information là où elle se trouvait, sans aucun blocage. Alors je disais en entame, vous avez survécu à 2 tirs de Mohamed Merah, traqué les frères Kouachi, fait sauter la porte de l'hypercacher, a connu le Bataclan. C'est l'enfer sur Terre, tout ça? Oui, en effet. C'est-à-dire que pour faire de la police, il faut aimer les gens, puisque quand même on prend des risques pour sauver des vies. Donc c'est un travail de personnes qui aiment l'intérêt collectif, qui aiment les gens, mais d'un autre côté, assez vite, on s'aperçoit que
Il n'y a pas que du rose dans l'humanité, hein. Et en effet, on s'aperçoit que l'enfer est sur Terre. Alors, dans le cas de Mohamed Merah, vous avez pris ces 2 balles, c'était à Toulouse, on le rappelle, une dans le devant du casque, on va voir la photo. Vous avez été sauvé par la couche de Kevlar du casque, sinon vous ne seriez plus parmi nous. Et la deuxième dans l'épaule. Finalement, là, c'est simplement le destin qui vous sauve. Oui, c'est la chance parce que en fait, c'est du 11-43 qui tire, donc du 45. C'est un gros calibre pour ceux qui connaissent pas. C'est un très gros calibre. C'est le calibre qui a été utilisé par les GIs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le calibre qui a été utilisé dans les règlements de compte pendant des décennies par le banditisme. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que ce calibre est tellement gros que son seul défaut, c'est de mal pénétrer les blindages. Donc mon casque a arrêté la balle, ça m'a fait vriller. Et ça aussi, ça m'a sauvé la vie, puisque la deuxième balle qui était destinée à m'arriver pleine gorge, finalement, me frappe l'arrière de l'omoplate. Donc en fait, c'est 2 coups de chance. Et je tombe dans les escaliers, le terroriste vide son chargeur, les 5 dernières balles, ce sont des chargeurs de 7, et aucune des balles ne me touche en ricochet. Donc en effet, mes camarades aussi, il y a eu d'autres impactés. Une personne qui a pris d'entrée de jeu une balle dans le genou, pareil, il n'a pas de séquelles, et il a repris l'unité. Et en fin d'opération, au bout de 33 heures, d'autres ont été blessés, mais pareil, sans séquelles. Donc on a tous été protégés. Alors, je lis un passage concernant le Bataclan. Vous dites, c'est très dur quand on est policier de se voir confronté à une situation de guerre, voire d'extermination. On ne s'attend pas à devoir progresser sur un amas de corps enchevêtrés, mutilés, à avancer au milieu d'hommes et de femmes qui gémissent et réclament de l'aide, à devoir enjamber des corps figés, des visages blafards, croiser les regards d'yeux convulsés, de voir des crânes avec un trou laissant échapper de la matière cérébrale, le tout dans une odeur intenable, avec le bruit de téléphone qui ne cesse de vibrer sans que personne réponde. Avancer, progresser, à l'affût du danger, sur un sol glissant ou poisseux. Une quantité incroyable de sang s'était répandue, une multitude d'objets hétéroclites et de vêtements jonchaient le sol. Chaque policier présent se souviendra à jamais de cette nuit-là. Comment on peut continuer à faire ce métier après avoir vécu de telles scènes? Cette scène du Bataclan, moi, je ne l'ai pas vécue. C'est la seule scène que je reflète par rapport à ce que m'ont dit mes camarades. Le 13 novembre 2015, il y a eu ces 8 attentats, c'est plusieurs batailles. Moi, j'ai été projeté sur la bataille à côté de la Bonne Bière. On a enjambé des morts là aussi, 2 terroristes. Les terrasses qui avaient été attaquées. Oui, sur les terrasses. Ouais. Donc 4 terrasses attaquées ce jour-là. La police encerclait un immeuble et nous disait que 2 terroristes s'étaient réfugiés dans le Bataclan. Non, dans cet immeuble. Dans cet immeuble. Parce qu'en fait, on a 4 équipes du RAID qui sont parties directement sur Paris ce 13 novembre 2015. Donc les 2 premières ont été sur le Bataclan parce que ça tirait. C'est eux qui m'ont raconté ces scènes. Moi, je suis arrivé à la fin sur le Bataclan en renfort parce que j'ai été envoyé sur cet immeuble où 2 terroristes s'étaient réfugiés. On a été obligé de fouiller tout l'immeuble. On a cassé 11 portes. 11 portes difficiles à casser parce qu'on ne savait pas qui était derrière. Bien sûr. Et évacuer un immeuble, on frappait aux portes. Les gens qui nous répondaient, on les évacuait. Mais malheureusement, quand les portes ne répondaient pas, on ne savait pas si derrière il n'y avait personne, s'il y avait les fameux terroristes, ou s'il y avait derrière simplement des populations qui étaient un petit peu, qui s'interrogeaient sur la présence de la police et qui ne nous ouvraient pas. Donc en fait, ces portes-là, on a été obligé de s'exposer, on n'a pas pu les ouvrir violemment à l'explosif. 11 portes avec mon camarade. C'est 11 portes où on a vraiment l'impression de s'être suicidé 11 fois parce qu'on s'est exposé devant les portes en se disant bon, on va les ouvrir. Mais s'il y a les terroristes, on ne savait pas comment ils étaient armés, mais on se doutait qu'il y avait de l'explosif puisque les trois premiers s'étaient fait exploser au Stade de France. Et puis on avait vécu quelques mois avant les frères Kouachi et Koulibaly. On savait qu'il y avait de la Kalachnikov, on savait qu'il pouvait y avoir, comme dans la chasse des Kouachi, un lance-roquette, etc. Donc ouvrir des portes en s'exposant pour l'ouvrir en douceur, ça a été très difficile. Oui. Bien sûr. Alors vous avez également, avec le RAID, beaucoup voyagé, mais pas seulement pour assurer la sécurité d'ambassades, comme en Afghanistan, mais aussi pour former au Ghana, en Pologne, en Algérie, Vietnam et d'autres pays. C'est une des missions importantes du RAID aujourd'hui aussi, la formation à l'étranger. Oui, alors on travaille pour les relations internationales, donc on fait des formations, on aide, parfois on fait des échanges
avec les unités qui ont les mêmes capacités que nous. Parfois, on forme des unités. Et puis, sans que ça se sache, ces missions-là, elles servent aussi pour nous. Elles servent non seulement à aller chercher des informations, parce qu'on apprend de tout le monde, mais aussi quand on envoie un opérateur pour être enseignant pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça participe aussi à le former. Quand on est obligé de s'introspecter, quand on est obligé de creuser ses compétences pour enseigner, on progresse soi-même. Donc ça fait partie de notre formation que d'aller enseigner aux autres. Et de vous tester aussi, puisque en termes de voyage, vous êtes parti à l'Urban Shield à San Francisco, invité par le SWAT pour une multitude d'épreuves, un peu plus tard par les SAS anglais. C'est quoi justement la différence entre ces autres unités d'élite et où se place le RAID par rapport à eux? On a tous le même, en tout cas en Europe, on a tous la même origine, hein, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de 72 avec la prise d'otages qui s'est mal passée et le constat qu'il fallait développer des unités d'élite. Tous les pays ont développé au moins une unité d'élite. Chez nous, par exemple, il y en a 2. Mais aller partager les expériences des autres, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez les SAS britanniques ou partout, ça fait partie de notre formation. Notre formation, nous, c'est de répéter les interventions que les anciens ont fait. C'est aussi de répéter les interventions que les étrangers ont fait. Ouais. Et puis, on a un groupe formation qui invente aussi l'impensable pour nous mettre en situation. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas gérer l'imprévu si on ne s'est pas entraîné à l'imprévu au quotidien. Donc au quotidien, on essaie de s'entraîner à cette incertitude. Mais on est en France, que ce soit le RAID ou le GIGN, du même niveau que les SAS anglais ou le SWAT? Bon, là, oui, bien sûr, tout le monde se tient à peu près. Ouais. Ces derniers temps, nous, on a été beaucoup sollicités parce que on a eu une expérience particulière, parce que ces unités-là, même si on est tous formés pareil, ce qui fait après la différence, c'est l'expérience. Et moi, je l'ai vu même au cœur de l'unité, quand, avant 2012, assez peu d'entre nous avaient eu cette épreuve du feu, mais après le 21 mars 2012, après 13 novembre 2015, après le 18 novembre à Saint-Denis, eh bien, finalement, c'est toute l'unité qui savait ce que c'était que de se faire tirer dessus ou que de tirer sur quelqu'un. Donc là, au niveau de l'expérience, ça, c'est irremplaçable. C'est comme en sport. Quand on dit qu'une compétition, ça vaut 10 entraînements, on dit 10 au hasard. Mais voilà, c'est sûr qu'on a été beaucoup sollicité pour des échanges parce que cette expérience-là, elle n'a pas d'équivalent. Alors dans vos interventions au RAID, maintenant, vous devez prendre en compte d'autres choses. C'est par exemple la presse et les réseaux sociaux. Entre autres, on va donner 2 exemples. Pour le dossier Kouachi, que vous avez poursuivi, vous faisiez partie des équipes qui étaient parties en province, hein, du côté de leur famille, pour voir s'ils n'étaient pas planqués de ce côté-là. Oui, l'attentat de Charlie Hebdo a eu lieu le 7 janvier 2015, aux alentours de midi. Ouais. Et nous, immédiatement, on a été projetés dans cette direction-là. Avant même de faire un briefing, on a été très vite parce qu'il fallait agir avant qu'ils disparaissent. Et tout de suite, il y a eu des indices, il y a eu une carte d'identité de retrouver, etc. Donc on a été projetés dans leur environnement familial pour trouver des informations. Assez vite, après, on a réagi, on s'est dirigé vers la forêt de Soissons parce qu'il y avait des informations là. Ils avaient braqué une station essence. Vous avez quadrillé pas mal de choses. En fait, pendant 48 heures, on n'a quasiment pas mangé, pas dormi. Mais alors, pas mangé. Je voulais souligner ce problème justement qui en est un avec les journalistes, la presse, puisque j'en fais partie, donc je me sens concerné, mais je comprends tout à fait, qui vous suivent en voiture, qui pour certains ont le même véhicule qu'un véhicule identifié étant celui des frères Kouachi, donc un risque quand même que vous interveniez sur cette voiture. Au sein de l'hypercachère, Coulibaly, lui, a son ordinateur branché sur les chaînes info. Toute la presse est devant en train de diffuser des infos de ce que vous faites, à quel moment. Lui, il menaçait de tuer les otages si les Kouachi étaient abattus. Heureusement, il était occupé à ce moment-là. Il n'a pas pu regarder son ordinateur et les news. Ça met en péril les otages. Ça met en péril les forces de l'ordre, dont vous, puisque à ce moment-là, vous êtes au premier rang. C'est vous qui faites sauter la porte de l'hypercachère. Est-ce que le droit d'informer doit prendre le pas sur la sécurité ? Bon, moi, je suis le premier à dire
que l'information doit passer. Je suis le premier à être révolté quand, par exemple, nous, on sait des choses sur notre société et qu'elle n'est pas relayée dans les informations, etc. Donc je pense qu'il faut tout dire à la population, déjà pour qu'elle sache, ce qui se passe dans sa vie, et qu'elle sache voter comme il faut, etc. Il n'y a pas de limite à l'information. Mais c'est vrai qu'en cœur d'action, alors en cœur d'action, là, nous, on ne comprend pas. Parce que en cœur d'action, mais que ce soit pendant l'affaire Meral, 21 mars 2012, quand on entend des journalistes des journalistes ou des invités dire voilà, le camion de pompiers est en train de bouger, ça veut dire qu'un assaut se prépare, ou quand dans la chasse des terroristes de Charlie Hebdo, dans la colonne d'assaut, presque, des journalistes viennent prendre notre place. Nous, on s'ouvrait des angles de tir avec nos équipements de 40 kilos. On s'ouvrait des angles de tir vers des zones dangereuses et on voyait à côté de nous des journalistes avec leur appareil photo s'ouvrir le même angle, lui, pour prendre une belle photo. Parfois, on se dirigeait vers une zone dangereuse parce qu'on a fouillé des forêts, fouillé des villages, fouillé des maisons suspectes. Eh bien, entre la zone dangereuse et nous, on avait dans notre ligne de mire un journaliste. Ouais. Alors, bon, je veux bien que l'information passe partout, mais il ne faut pas nous mettre en danger. Et puis pareil, sur l'hypercachère, à 17h30, quand on donne l'assaut, les images des journalistes réfugiés dans les immeubles en face chez des privés nous filmaient. C'est-à-dire que quand un homme du raid tombait, son épouse, ne sachant pas, avec les cagoules, on ne sait pas, mais les enfants qui auraient pu être là à une demi-heure près en sortant de l'école auraient pu voir des hommes du raid tomber et se dire peut-être c'est papa. Double impact. Vous évoquez parfois des incompréhensions, par exemple un assaut donné à effectuer à la BRI alors que le raid était mieux préparé pour faire exploser une porte. On parle souvent d'une guéguerre entre le raid, le GIGN, la BRI. Est-ce qu'elle s'est atténuée depuis avec tout ça ? Alors, ça, c'est une question. Je pense que toutes les unités sont complémentaires. On a tout intérêt à travailler main dans la main, les unités militaires également, les forces spéciales de terre sont pas les mêmes que les forces spéciales de l'air, et pourtant ils se retrouvent parfois à travailler sous le COS en Afghanistan. Nous c'est pareil. Je pense qu'il faut garder ces unités d'élite parce qu'on ne peut pas faire des élites de 5000 personnes. Parce que les gens des fois disent oui, mais pourquoi vous ne vous regroupez pas tous? Mais si on se regroupait tous, les forces spéciales militaires, les forces spéciales de police, les forces spéciales de gendarmerie, on se retrouverait à 5000 et on ne peut pas construire une élite avec un esprit d'équipe à 5000. Donc je pense que toutes ces petites unités, on n'est pas des petites unités, mais en termes de taille. Et je pense que, alors bien sûr que parfois, après des affaires comme ça, il peut y avoir parfois des guerres de police, des guerres de gendarmerie, des guerres militaires qui n'ont pas lieu d'être. Mais l'important, c'est que ça ne se passe pas au cœur de l'action. Après, il y a des aspects politiques, il y a des aspects chasse à la récompense, il y a des aspects de toutes sortes d'intérêts individuels. Mais l'important, c'est qu'au cœur de l'action, ce soit toujours l'intérêt collectif qui l'emporte. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et puis là, je pense qu'on peut coopérer. Voilà. C'est quand les émotions s'en mêlent, après et avant, qu'il y a des problèmes. Au cœur de l'action, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. La preuve, c'est que c'est vrai que ce jour-là, le 8 janvier 2015, le 8 janvier 2015, ce sont des décisions technocratiques qui ont fait que telle unité a dû intervenir sur une maison finalement qui était vide. Mais voilà, à l'époque, la BRI n'avait pas la compétence explosif. Envoyer la BRI sur des portes avec derrière des terroristes équipés de lance-roquettes, bien sûr. Nous, on a pensé que ce n'était pas judicieux. Mais bon, voilà. Je voudrais parler également de la législation. Vous dites, peut-on éliminer un terroriste qui a le dos tourné? Mais vous dites aussi, mieux vaut être jugé par 12 inconnus que transporté par 6 amis. Sous-entendu, bien évidemment, dans un cercueil. Est-ce que nos lois sont parfois trop restrictives pour des forces d'élite dans des moments extrêmes, comme face à des terroristes prêts à tout faire sauter? Bon, nous, que ce soit des forcenés, des prises d'otages ou des terroristes, la règle reste la même. D'ailleurs, on n'a pas plus de
de droit que la population normale. On doit attraper la personne vivante. Vous êtes là pour sauver la population normale, vous êtes exposé et vous êtes face à des incontrôlables, des fous. La philosophie, c'est qu'il faut attraper les gens pour pouvoir ensuite remonter les filières. Voilà, et nous, notre but, c'est d'attraper les gens vivants pour les donner à la police judiciaire, qui va, elle, faire son enquête, qui a fourni les explosifs, qui a fourni les armes. Donc ça, c'est important. Mais c'est le fond de notre unité. Moi, je ne peux pas critiquer ça. C'est-à-dire que pour tuer une personne dans un immeuble, une personne toute seule, un militaire à la retraite suffirait. Hein. Il faut lancer une requête et voilà. Nous, notre but, il est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi notre raison d'être, c'est d'attraper les gens vivants pour avoir les renseignements. Mais bien sûr, c'est protéger. En premier, c'est sauver les otages. C'est l'intérêt collectif. En deuxième, c'est d'arrêter les terroristes. Et en troisième, nous, c'est de revenir vivants. Alors on passe en troisième position, mais c'est notre métier, on signe pour ça. Le 13 décembre 2015, Bataclan, Stade de France, attaque des terrasses. Souvent, la sécurité privée a été primo-intervenante. Ça a été le cas au Bataclan, puisque le premier, c'était le patron de la sécurité du Bataclan qui a laissé échapper un certain nombre de spectateurs, qui est revenu au sein du Bataclan pour essayer d'en aider d'autres. Est-ce que pour vous, le continuum de sécurité entre le privé et le public se développe suffisamment? Alors on a reçu, nous, à l'unité, on a reçu par exemple l'unité qui fait la sécurité à l'Euro Disney. On a formé des bacs, on a formé des... Enfin, on leur a donné des informations sur notre expérience. Mmh. Et sur la police municipale, j'en ai pas... Moi, je pense qu'en effet, tous ceux qui travaillent pour l'intérêt commun et tous ceux qui travaillent pour la sécurité, on doit faire des réunions et on doit partager notre expérience. Le but du jeu, c'est de faire un mur le plus solide possible pour lutter contre le terrorisme. Une unité comme le RAID ou comme le GIGN est insuffisante pour faire un barrage hermétique. Ouais. Il faut former du monde pour être capable d'agir. C'est évident. Donc la sécurité privée aussi doit faire partie de ce mur. Oui, bien sûr, je pense. Bien sûr, puisque ce terrorisme est tellement violent, tellement imprévisible, ouais. Que cette notion de primo-intervenant, qui n'existait pas trop avant, devient fondamentale parce qu'il faut que les gens soient suffisamment armés pour faire cesser la tuerie. Et ensuite, nous, on vient pour essayer de régler le problème. Mais oui, je pense en effet que la solution, dans une société qui devient de plus en plus violente, c'est évident que la solution n'est pas de désarmer les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Je pense que la solution, c'est de pouvoir opposer une violence légitime à la violence illégitime, c'est évident. À ce propos, vous dites que l'insécurité augmente, et vous le constatez, vous venez du terrain, vous dites dans votre livre... Nous étions en guerre, une guerre insidieuse et vicieuse qui aussi ne disait pas son nom. Il nous semblait à nous en première ligne plus que jamais salutaire de poser les choses de manière clinique, de prendre des décisions radicales et légitimes pour la sécurité de nos compatriotes. Mais notre pays avançait doucement dans une campagne électorale en vue des régionales. Le président du Conseil, Henri Queuille, l'expliquait sans complexe. La politique n'est pas l'art de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent. Ça, c'est pour vous un problème aujourd'hui quant à la réaction face à l'insécurité? Oui, alors on en parlait tout à l'heure. Est-ce que les journalistes doivent faire part de toutes les informations? Eh bien là, sur l'affaire, nous, dans la chasse des Kouachi, on trouvait qu'il parlait beaucoup. Sur Mera, ça a trop parlé. Mais par contre, bizarrement, au quotidien, on trouve que des choses sont tues. Voilà. Nous, j'étais pas encore à l'unité en 96 quand le RAID a fait un assaut sur un commando islamiste à Roubaix, un gang de Roubaix qui finalement il y a eu un blessé très grave de notre côté, un autre blessé, et les 4 terroristes sont morts dans les flammes qu'ils avaient allumées eux-mêmes. Eh bien, déjà en 96, le ministre de l'Intérieur avait dit que ce n'était pas un terrorisme islamiste, mais c'était du droit commun. Bon, donc déjà, alors que tout le monde savait, on le savait parfaitement que ce groupe de Roubaix était lié au GIA algérien
est lié à la Bosnie, les problèmes en Yougoslavie. Donc en fait, je pense que c'est vieux comme le monde, surtout à l'approche des élections. Je pense qu'on ne dit pas la vérité aux gens parce qu'on a peur de développer tel parti, etc. Mais je pense que la vérité doit être dite. Alors la vérité, vous le dites, et puis vous n'avez pas la langue de bois dans ce livre que je recommande. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas voilà, un long fleuve tranquille, entre guillemets. Vous êtes critique, critique envers certains politiques, vous êtes critique envers la hiérarchie, on va en reparler, mais aussi envers les négociateurs, qu'on aurait peut-être mis comme ça, un peu trop mis en avant. Vous dites, dans le chapitre qui s'appelle « La mort rôdée au Blanc-Ménil », sur les négociateurs, vous dites « On a l'habitude, les négos comme les chefs s'octroient toujours la gloire de nos résultats, se font mousser, et vous rajoutez plus loin « Les négos ne résolvent rien, ils font juste gagner du temps ». Ça veut dire que sur toutes les opérations que vous avez menées, vous avez constaté que les négociateurs n'avaient jamais fait réussir à solutionner, c'est-à-dire à faire... solutionner, oui, puisqu'on gagne du temps, mais donc de façon indirecte, jamais de façon directe à solutionner une situation. Bon, ce livre, moi j'étais en âge de dire la vérité, parce que je pense que notre obligation d'ancien, c'est de faire avancer les choses, c'est de dire la vérité pour que les générations futures ne s'appuient pas sur des livres de mensonges. Voilà, une société peut progresser que si les anciens disent la vérité aux plus jeunes. Alors cette histoire de négociation, moi je ne critique pas la négociation. La négociation ni la hiérarchie. Non, c'est plus qui s'attribue souvent les lauriers. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la négociation, elle est importante, elle fait partie chacun apporte sa pierre édifice, de la secrétaire jusqu'au maître chien, au technicien, à la hiérarchie. On a tous une pierre à apporter. Maintenant, c'est après que se posent parfois des problèmes. Par exemple, quand la négociation, il n'y a pas un livre sur les négociateurs qui ne dit pas que la négociation règle 5%, des fois 90% des situations, bon bien je trouve moi que c'est mentir, c'est servir. C'est vrai que la politique encourage ce mensonge parce que on essaie de faire croire aux gens que les mots, voilà, que tout va bien, qu'on peut faire des guerres sans tuer personne et qu'avec un peu de bagou, on peut ramener les voyous dans le droit chemin avec un petit rappel à la loi. On peut ramener des terroristes sur le droit chemin avec des unités de déradicalisation. Et tout ça, c'est faux. C'est possible. Ah mais c'est faux. La vérité, c'est-à-dire que si vous listez toutes les interventions du RAID et même du GIGN. À Marignane, l'avion, la négociation n'a pas fonctionné. Chez nous, au Bataclan, ça n'a pas fonctionné. À l'Hypercacher, ça n'a pas fonctionné. Chez Méra, ça n'a pas fonctionné. La maternelle de Neuilly, en 93, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la négociation, ça marche très bien entre vous et moi. Si on discute ensemble pendant 2-3 heures, on va devenir amis. Hein, c'est Edgar Faure qui disait qu'un ennemi, c'était quelqu'un avec qui on n'a pas pris le temps de déjeuner. Alors ça, c'est vrai au quotidien. Mais après, en crise, la négociation a son rôle en crise. Elle nous obtient du renseignement, elle nous obtient du temps. Ça, c'est important. Elle demande la reddition, parce que c'est quand même la politesse de base, puisque nous, voilà, on propose d'abord la négociation, la reddition calme, et puis après on monte en puissance avec le combat en corps à corps, les armes intermédiaires jusqu'à l'usage de l'arme. Bon, mais dire que les mots en zone de crise, la négociation de crise, pour moi, ça ne va pas ensemble. En crise, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aller voir un terroriste et lui dire « Monsieur, c'est pas urbain de couper la tête des gens », il ne va pas vous entendre. Non, voilà. Parce que déjà un enfant, il a déjà coupé la tête. Donc un enfant dans un supermarché, quand il fait sa crise devant un paquet de bonbons, déjà lui, on ne peut pas le ramener, parce que c'est déjà en crise. Parce que quand la violence est enclenchée, on ne peut pas avec les mots. Bon, et puis si vraiment la négociation résolvait 85% des situations, alors on appellerait le RAID un groupe de négociation, on appellerait le GIGN un groupe de négociation. Voilà, non. Pourquoi on appelle un groupe d'intervention? C'est parce que malheureusement, moi je serais le premier à espérer que les mots soient suffisants, ça serait parfait, mais dans la vie, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que malheureusement, pour faire face à la violence illégitime,
les mots, les bougies, les rappels à la loi, les petits poèmes, ça ne suffit pas. Il faut malheureusement de la violence légitime. Alors, je suis le premier à en être déçu, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a des situations où on n'a pas le choix. Très rapidement, sur votre hiérarchie, vous estimez que la réussite du raid a parfois été basée sur de l'aléatoire et ça vous énerve, et ça a de quoi vous énerver, comme dirait Helmut Fritz. Le fait, par exemple, que Koulibaly ait eu des explosifs, mais vous n'étiez pas au courant. Votre hiérarchie, semble-t-il, était au courant qu'il avait des explosifs, mais on ne vous l'a pas dit. Nous, opérateurs, on s'est en effet posé des questions sur certains points. Alors, quand on me dit tu critiques la hiérarchie, en fait, moi j'aime la hiérarchie, il n'y a pas de souci. Je viens du haut niveau. Je viens du haut niveau. Je suis pour une société hiérarchisée, c'est-à-dire avec des gens qui ont été à l'école, qui ont été dans les grandes écoles, qui ont développé leur intelligence, On est d'accord, mais c'est des gens qui ne sont pas sur le terrain. Leurs compétences, et voilà. Donc je veux être dirigé, moi, par des gens brillants. Le problème, c'est je ne veux pas être dirigé par des gens qui ont des lacunes. Et maintenant qu'on voit que la formation, tout ça s'effondre un petit peu, je ne veux pas de ça. Maintenant, après, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe avec notre hiérarchie, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes cartes. On n'a pas toujours les mêmes choses à faire. Nous, on est concentré sur l'aspect technique de la chose. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, la blague avec dans un œuf au bacon, quelle est la différence entre impliqué et concerné? Eh bien, la poule est impliquée, hein, parce qu'elle fournit l'œuf, et le cochon, lui, il est impliqué, il est concerné. Non, il est impliqué, le cochon. La poule est concernée, mais nous, on est impliqués, parce qu'on fournit... Bon, eh ben, nous, on est comme le cochon. Dans l'intervention, si ça se passe mal, nous, on prend les balles et on prend les éclats de grenade. Bon. La hiérarchie, elle a plus de choses à faire que de l'opérationnel. Elle s'occupe de l'organisation, elle s'occupe des relations politiques, elle s'occupe de beaucoup de choses. Bon, et parfois, les visions sont différentes parce que tu ne vois pas la même chose à 1 mètre d'une arme braquée sur ta tête qu'à 10 mètres et qu'à 100 mètres et qu'à 200 mètres. Et c'est vrai que nous, quand on a donné l'assaut sur l'hypercachère, eh bien... Moi, je ne dis pas que la hiérarchie fait que des fautes, puisqu'on fait tous des fautes. On fait tous des petites fautes. À la fin, on fait le compte. Est-ce que les fautes, on fait le compte? Et comment? Si on a réussi plus de choses positives que d'erreurs, eh bien, on gagne. Et c'est ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a perdu aucune guerre. On gagne les batailles. Maintenant, c'est vrai que nous, quand on a été posé l'explosif sur cette porte de l'hypercachère, on n'a pas été couvert par 2 binômes de la BRI comme ça aurait dû. On s'est posé la question, on n'a toujours pas la réponse. On n'a pas appris qu'il y avait de l'explosif, que Koulibaly avait 2 kilos d'explosif, on ne le savait pas. On aurait pris une distance de sécurité supérieure. On a su au dernier moment qu'il y avait une barre. Bon, bien voilà, c'est tout. Vous développez tout ça dans ce livre, c'est passionnant justement d'expliquer aussi pourquoi ces décisions hiérarchiques prises de loin manquent justement de vision de terrain, sont donc parfois inadaptées et ça va au-delà parfois parce qu'on souhaite s'attirer un peu de gloire. Voilà, au cœur de l'action, il faut que l'intérêt collectif l'emporte. Si jamais en cœur d'action, il y a déjà des intérêts individuels, c'est-à-dire des pensées de reconversion, des pensées de médailles, alors là, ça ne va pas du tout. Voilà. Et ça, c'est au briefing. Qui vous a poussé à prendre votre retraite ? Oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui m'ont poussé, mais moi, mes 20 ans au RAID sont très bien passés. Je suis enchanté de cette unité, elle est parfaite. Je suis enchanté. Si c'était à refaire, je le referais plutôt deux fois qu'une. Mais j'ai trouvé que la pression, l'évolution sociétale sur la fin commençait à me fatiguer. C'est-à-dire que c'est un boulot de passion qu'on fait. Ce travail de risquer sa vie sur certaines interventions. Un opérateur du RAID comme moi faisait environ 50 opérations par an. On fait des libérations d'otages, on fait des forcenés, on fait des crises antiterroristes, mais on fait aussi beaucoup d'assistance à police judiciaire. C'est 50 interventions par an. On les fait par passion, on ne les fait pas exactement que pour l'argent, puisqu'on prend des risques supérieurs à notre paye. Donc l'aspect passion, l'aspect enthousiasme, est la première chose à sauvegarder. Si jamais elle s'étiole un petit peu, parce qu'on se dit, tiens là, j'ai risqué ma vie,
et derrière, je vois que politiquement, ça ne suit pas, eh bien, la passion s'altère. Et quand la passion s'altère, il faut arrêter. Ouais, sinon, dans votre cas, on risque sa vie. Justement, à méditer pour les officiels qui nous écoutent. J'ai d'ailleurs un autre petit message à faire passer pour eux avant qu'on se quitte. Le casque qu'on revoit ici, qui vous a sauvé d'une balle dans le front, tiré par Méa, a été à l'époque réquisitionné comme pièce à conviction. Vous auriez souhaité le récupérer pour le musée du RAID, sauf qu'une huile, un officiel, un politique, là dans son bureau maintenant, bureau du ministère, dites-vous, alors s'il nous entend, eh bien rendez-le à Marc, il l'aura bien mérité, et le RAID également. Ce livre est complètement dingue, jetez-vous dessus, ça ne vaut que 22 €, c'est mieux que 10 films de cinéma. Je tiens à souligner, Marc, qu'il a été écrit avec Karim Ben Ismail, qui est grand reporter au quotidien L'Équipe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Marc. Merci de votre invitation. Ravi, merci pour ce livre, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous protéger. Et vous remercierez tous vos coéquipiers, équipiers, amis, j'imagine, pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup à la Dream Team Agora, parce que nous aussi, on a une Dream Team à la production et réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.